Bonjour, soyez les bienvenus pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Les enquêteurs de la police scientifique sont aujourd'hui capables de déduire quantité d'informations à partir de minuscules indices. Une éraflure sur une douille, une trace de pas laissée dans la neige, une goutte de sang ou un poil d'animal peut les mener au meurtrier. Mais face à des crimes dont le mobile et la violence défient la raison, ils seront toujours incapables de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le cerveau malade d'un assassin. Peu après minuit à Saint-Cloud dans le Minnesota, Jason McLennan, 17 ans, rentre chez lui après être sorti avec un ami. Il prend une douche au rez-de-chaussée et avant d'aller se coucher, monte à la cuisine pour se préparer à manger. Dans l'entrée, près de la porte, il voit son père par terre, baignant dans son sang. Lorsque les ambulanciers arrivent, ils trouvent le père de Jason mort au pied de l'escalier. Ken McLennan avait 53 ans. Il a été tué par balle. Il semble que Ken McLennan ait descendu les escaliers et soit tombé sur un cambrioleur. Lorsqu'on descend en peignoir, ça veut dire qu'on ne s'attend pas à croiser quelqu'un avec une carabine en bas de l'escalier. Il y avait des blessures à la tempe, au front, à la gorge, à la poitrine, à la main droite et dans le dos. L'attaque a été si rapide et soudaine que McLennan a à peine eu le temps de réagir. Il a attrapé l'arme, il a tendu la main et a agrippé le canon du fusil. La première balle lui a traversé la main. Il y a eu au moins 6 coups de feu, peut-être 7. Et toutes les balles ont touché Ken McLennan. Le tueur prend le temps de ramasser les douilles, mais en oublie une. Il restait une douille de 22 près du corps. Le mobile semble être le vol. On a découvert que le portefeuille de Ken ainsi que du liquide, des cartes de visite et de la monnaie étrangère ont été volés au domicile de la victime. Ken McLennan était veuf. Il était vice-président d'une entreprise et responsable des ventes à l'international. Il voyageait souvent et venait tout juste de rentrer chez lui. Il vivait assez confortablement. Il pesait plus d'1 million de dollars en termes d'assurance vie et d'actifs. La famille McLennan était assez riche et on a donc creusé de ce côté. On a cherché à qui profitait sa mort. Alors que le soleil se lève le lendemain du meurtre, la police trouve de nouvelles preuves dans la neige, des empreintes de pas dans le jardin qui mènent directement à la porte d'entrée. La police est convaincue que ces empreintes appartiennent au tueur. Lors de l'autopsie de Ken, le légiste trouve 7 balles de calibre 22. En examinant ces cartouches, la police découvre qu'il y a 4 types de munitions différentes. Il est donc probable qu'il y ait eu plusieurs tireurs. Ou alors, le meurtrier essaie de mener la police sur une fausse piste. En général, les cambrioleurs font en sorte de ne pas croiser les propriétaires. Ils veulent entrer et sortir le plus vite possible. Ce serait vraiment étrange, selon moi, qu'un voleur tire autant de fois sur quelqu'un. La police est obligée de considérer Jason, un adolescent de 17 ans, comme suspect, car c'est le fils de la victime. On a pris les vêtements qu'il portait la première fois qu'on l'a vu. Il n'y avait pas l'air d'avoir de sang dessus. On a aussi testé les résidus de poudre, mais le résultat a été négatif. Il n'avait pas le moindre résidu de poudre sur les mains. Le second suspect potentiel est la fiancée de Ken, une femme d'affaires suisse, Alessandra Lotens. Elle vivait avec Jason et Ken quand ils habitaient en Floride. Et sa présence dans la maison ainsi que le fait que Ken et Alessandra soient en couple était un sujet de dispute entre le père et le fils. Leur mariage avait été repoussé. On a pu obtenir les emails de sa fiancée qui indiquaient qu'il y avait des problèmes entre eux au moment de la mort de Ken. Elle faisait cependant toujours partie des bénéficiaires de l'assurance vie de Ken. Et cette assurance valait 100 000 $.
Toutefois, Alessandra était en Suisse au moment des faits. Elle est ainsi rayée de la liste des suspects. La police se tourne vers la piste des empreintes de pas relevées sur la scène de crime. Le fils de la victime, Jason, indique aux policiers que 2 des séries d'empreintes sont les siennes et celles d'un ami. Comme Jason n'avait pas le droit de fumer à l'intérieur, lui et son ami sont sortis. Leurs chaussures sont envoyées à Susan Gross pour lui permettre de les comparer aux photos de la scène de crime. Je mets de l'encre sur la semelle des chaussures et j'appuie le transparent dessus. Je le compare ensuite à la photo de la scène de crime que la police me fournit. Ces transparents confirment que les 2 empreintes se trouvant à gauche de la maison sont bien celles des 2 adolescents. Les empreintes relevées de l'autre côté de la maison sont différentes. Elle contournait la maison pour accéder à la porte d'entrée, mais elle ne ressortait pas de la maison. On s'est tout de suite intéressé à ces empreintes. C'est devenu notre piste principale. Il n'existe aucune branche de la science policière qui soit aussi importante et aussi négligée que l'art de comprendre les empreintes de pas. C'est ce qu'affirmait Sherlock Holmes au cours de l'une de ses enquêtes. Les experts d'aujourd'hui donnent raison au célèbre détective. Les traces de chaussures sont, avec les empreintes digitales et les marques d'objets et d'outils, les plus souvent collectées sur les scènes de crime. Car, en dépit de leur fabrication en série, les semelles comportent la plupart du temps de légères anomalies ou des traces d'usure qui permettent de les différencier. Dans notre affaire, les spécialistes introduisent des empreintes prélevées dans la neige dans une puissante base de données. La police les compare grâce à un programme informatique qui peut identifier n'importe quelle marque et modèle. Grâce à cette comparaison, on a découvert que c'était des chaussures Lugz de New York qui avaient fait ces empreintes. Après d'autres recherches, les policiers découvrent que de nombreux magasins de Saint-Cloud dans le Minnesota vendent des Lugz, très en vogue dans le monde du hip-hop. C'est alors que la police reçoit des renseignements d'un informateur inattendu. J'ai reçu un appel du père d'une jeune fille du lycée technique. Il nous a dit que sa fille avait été bouleversée en entendant des histoires sur le meurtre alors qu'elle était en cours. Elle a entendu parler d'un complot. Elle était en larmes et elle a dit avoir peur de nous raconter son histoire. En enquêtant sur le meurtre de Ken McLennan, la police découvre que la relation entre le père et le fils était houleuse. Ken avait abandonné la mère de Jason alors qu'elle était en train de mourir d'un cancer, et Jason lui en voulait énormément. Même si Ken et sa femme ne s'entendaient pas très bien, c'est évident qu'abandonner pendant des semaines son épouse qui est à l'hôpital et partir à l'autre bout du monde, en laissant son fils de 12 ans s'en occuper, ne donne pas une très bonne image de lui. On a découvert que Jason s'est mis à changer de comportement. Il était très agité et il s'est mis à avoir des problèmes à l'école. Après le décès de sa femme, Ken continue de voyager pour son travail. On racontait qu'il laissait Jason pendant des semaines sans rien dans le frigo et sans argent pour faire des courses. Je ne sais pas quelle est la part de vérité, mais de toute évidence, Jason ne mourrait pas de faim. Après le meurtre, les policiers obtiennent des informations d'un camarade de classe de Jason. Quelqu'un avait demandé une arme à un lycéen. Plusieurs élèves en avaient entendu parler. Ce lycéen les informe que Jason a demandé à plusieurs personnes de l'aider à tuer son père et que toutes ont refusé. Tout le monde s'est dit que ça n'arriverait jamais. Dans leur monde, rien ne pouvait les atteindre et ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. Cet informateur apprend à la police qu'un de ses amis, Matt Moller, a accepté de fournir à Jason une arme contre de l'argent. L'inimaginable s'est-il produit? Jason McLennan a-t-il assassiné son père avec la complicité criminelle de quelques camarades?
Ah certes, l'adolescent nourrissait de nombreux griefs à son égard. Il lui reprochait d'avoir abandonné sa mère alors que son pronostic vital était engagé. Et il supportait difficilement d'être livré à lui-même dans une maison vide et sans âme. Mais entre la formulation de reproches légitimes et le passage à l'acte, qui aurait dû avoir un pas infranchissable, Jason McClennan a-t-il aboli cette limite? La haine qu'il éprouvait à l'égard de son père était-elle irrépressible? À moins qu'un autre argument, tout aussi détestable d'ailleurs, l'ait poussé à agir. Matt était un adolescent ordinaire qui s'est laissé amadouer par l'argent. Un gosse de riche lui a dit qu'il pourrait faire partie de son monde, qu'il pourrait s'offrir une superbe maison, une superbe voiture, et qu'il changerait sa vie s'il l'aidait. Il est entré dans son jeu. La police découvre une carabine de calibre 22 dans la chambre de Matt. Elle est envoyée à la balistique. Kurt Moline teste la carabine en tirant dans une cuve remplie d'eau. Je me mets sur le côté de la cuve et je tire. Les balles entrent dans l'eau, ralentissent et finissent par atterrir au fond. Ensuite, je les récupère à l'aide d'un aspirateur. Ces balles lui servent ensuite de modèle pour les comparer à celles retirées du corps de Ken McClennan. Les rainures des cartouches ne correspondent pas. En examinant l'arme de plus près, il comprend pourquoi. Un endoscope, un dispositif grossissant, muni d'une fibre optique, révèle des éraflures à l'intérieur du canon et de la culasse. Les rayures semblaient avoir été faites récemment. Elles étaient de couleur argentée. Quelqu'un avait gratté la couche de bleuissage que les fabricants appliquent à l'usine. Quelqu'un a éraflé la culasse de l'arme pour empêcher tout examen balistique. La prochaine étape consiste donc à comparer les douilles de la scène de crime avec celles du test balistique. L'expert en balistique observe donc la marque du percuteur sur les balles. Elles sont identiques. À l'intérieur de la culasse, les experts retrouvent aussi une goutte de sang qui est tout de suite soumise à une analyse ADN. Les résultats sont sans appel. Il s'agit du sang de McClennan. C'était logique qu'on trouve du sang à cet endroit vu que la victime avait tenu le canon de l'arme au moment du coup de feu. À cause du contact direct entre la main et l'arme, du sang a été projeté dans la culasse. Lorsque la police lui montre les preuves, Matt Moller avoue être impliqué, mais insiste sur le fait que c'est Jason qui a tué son père. Il a essayé de me convaincre de le tuer parce qu'il savait qu'il serait le suspect principal. Mais je pouvais pas. Je voulais pas être impliqué là-dedans. Et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il m'a pris le fusil et m'a dit d'attendre dans la voiture. Matt affirme avoir entendu les coups de feu avant que Jason ne revienne à la voiture lui rendre l'arme. Jason rentre ensuite chez lui. Et le fusil, tu as essayé de le modifier? J'ai mis une clé Allen dans le canon. Tu as mis une clé Allen? Il m'a dit que si je voulais m'en sortir, il fallait que je modifie le fusil et que je change la culasse. Et Matt est au courant d'un autre détail qui n'a pas été rendu public. 4 types de cartouches de calibre 22 ont été utilisés. Ils avaient parlé du fait de prendre des munitions différentes pour que si jamais la police retrouve les douilles, ce soit plus difficile de remonter jusqu'à ce fusil. Matt maintient que Jason lui a donné $1000 en échange du fusil. Cependant, lorsque la police interroge Jason, il nie toute implication dans le meurtre de son père. J'ai rien fait. Si j'avais fait un truc pareil, j'aurais jamais payé un mec. Même si j'aimais pas mon père, même si je le détestais, je regarde la télé. Je vois toutes les séries et je sais qu'on s'en sort pas facilement. Je suis pas débile. J'ai peut-être des sales notes, mais je suis pas idiot. Jason s'en tient à son histoire. Il affirme avoir trouvé son père mort en sortant de la douche. Il maintient qu'il ne sait pas qui il a tué. Les inspecteurs ont donc 2 versions du meurtre et ne savent pas laquelle choisir.
Lorsque l'histoire du meurtre de Ken McLennan passe à la télévision, plusieurs lycéens de Saint-Cloud appellent la police pour dire que le fils de la victime leur a proposé de l'argent pour tuer son père. L'un des élèves qu'on a interrogé était présent chez les McLennan quelques semaines avant le meurtre. Matt se tenait dans l'entrée pendant que Jason et cet individu simulaient des coups de feu en imaginant que Ken rentrait chez lui. Cela signifie qu'une troisième personne peut être impliquée. On s'inquiétait parce qu'on pensait que Jason avait proposé à certains d'entre eux de l'aider à tuer quelqu'un et peut-être qu'un de ces lycéens avait commis le crime. Mais les inspecteurs font un bond dans l'enquête lorsqu'un élève les mène à des preuves cruciales. Le lendemain du meurtre, cet élève nous a confié qu'il savait où se trouvaient les vêtements ensanglantés que Jason portait au moment du meurtre. La police trouve les vêtements à l'endroit exact que le lycéen leur a indiqué, enterrés dans la propriété des parents de Matt. Ils ont trouvé une chemise écossaise rouge, un jean bleu avec un gant dans la poche arrière et une paire de chaussettes blanches. Ils ont aussi trouvé des affaires de Ken McLennan dans son portefeuille, ses cartes de visite et de l'argent étranger. Les vêtements appartiennent à Jason. Des lycéens l'ont vu les porter le jour du crime. C'était pas seulement les résidus de poudre sur le gant. Ces résultats corroboraient surtout la version de Matt Moller selon laquelle il y avait plusieurs types de balles. Cela tendrait à prouver que c'est Jason qui a tiré les coups de feu mortels. Mais le procureur a un problème de taille. Il ne sait toujours pas à qui appartiennent les empreintes de chaussures retrouvées dans le jardin et qui conduisaient à l'entrée de la maison. On savait que plusieurs lycéens avaient parlé de l'argent qu'ils auraient pu en retirer. Ils pensaient qu'ils vivraient la grande vie. C'est pour ça qu'on a dépensé autant d'énergie pour découvrir à qui appartenait cette empreinte de pas. Au point où nous en sommes arrivés dans le déroulement de cette enquête, la théorie du complot semble avérée. Jason McLennan a sollicité, en échange de paiement, l'aide d'un ou de plusieurs camarades pour assassiner son père. A-t-il lui-même pressé la détente de l'arme ou a-t-il laissé à un autre le soin de s'en charger? Des traces de sang lui appartenant prélevées sur le barillet tendent à prouver sa culpabilité. Pour autant, les empreintes de pas trouvées dans le jardin et qui n'ont toujours pas été identifiées posent problème au procureur. Si un autre adolescent est impliqué dans l'homicide, l'avocat de la défense pourra plaider le doute raisonnable. En effet, en droit anglo-saxon, le juge fonde sa décision sur les preuves d'une culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cette notion n'est pas reconnue en droit français, où le juge est autorisé à statuer selon son intime conviction. Il fallait montrer au jury d'où venaient ces empreintes. Le procureur va donc parler à Matt Moller en lui rappelant qu'un meurtre au premier degré est passible de la prison à perpétuité. Matt accepte de plaider coupable pour meurtre sans préméditation si la peine est réduite. Et il avoue que ses chaussures lui appartiennent et qu'elles sont cachées quelque part. Il les remet à la police. Il dit avoir fait les empreintes pour mener les inspecteurs sur une fausse piste. Je les ai mises côte à côte pour les comparer. J'ai regardé leurs caractéristiques, le motif sur la semelle et la taille des chaussures. Cette chaussure correspondait parfaitement aux empreintes se trouvant sur la scène de crime. Le procureur pense que Jason a tué son père parce qu'il le détestait. Il lui en voulait d'avoir abandonné sa mère qui mourait d'un cancer. Il en avait aussi après son argent. La fortune de Ken était estimée à plus d'1,5 million de dollars et Jason voulait tout rafler. La nuit du meurtre, Ken rentre de son voyage d'affaires et va directement se coucher. Jason et Matt attendent dehors qu'il s'endorme.
Matt utilise la troisième paire de bottes pour marcher jusqu'à l'entrée de la maison et ainsi tromper les enquêteurs. Jason entre avec le fusil de calibre 22. Matt sonne à la porte. Lorsque Ken descend pour ouvrir, Jason lui tente une embuscade. Ken attrape le canon de l'arme, mais il est déjà trop tard. Jason tire 7 fois. Jason et Matt mettent la maison à sac pour simuler un cambriolage. Ils ramassent les douilles, mais dans leur empressement, ils en oublient une. Matt se débarrasse des vêtements de Jason et essaie d'endommager le fusil pour éviter les tests balistiques. Mais le sang de McLennan dans le canon, ainsi que la douille abandonnée sur les lieux du crime, suffisent lors du procès. Jason McLennan plaide non coupable et affirme avoir tué son père en état de légitime défense. Le jury ne le croit pas. Jason est condamné à la prison à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Matt Moeller plaide coupable de meurtre sans préméditation et est condamné à 30 ans de prison. Parfois, je me réveille le matin et je suis surpris en voyant les barreaux. J'arrive toujours pas à croire que je suis en prison. Je comprends pas comment j'ai pu prendre de telles décisions. Leur plan s'est déroulé sans accroc. Mais leurs mensonges n'ont pas tenu face aux preuves scientifiques. Tout avait été prévu. Ce n'était pas un meurtre survenu sans qu'on s'y attende. Il avait été planifié. Ils y ont réfléchi, ils ont élaboré toute une stratégie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous lancer sur de fausses pistes. Quand le jury a vu toutes ces preuves, il a compris que ce n'était pas un accident. Les preuves médico-légales étaient très importantes. On avait l'ADN, les cartouches et la tache de sang. C'est grâce à ces preuves que nous avons compris que Jason avait sans aucun doute appuyé sur la détente et que Matt était impliqué dans le meurtre. Dans cette sombre affaire, 3 vies ont été brisées. Celle de Kenneth McLennan, la victime, bien sûr. Peut-on imaginer ces derniers instants, lorsqu'il a vu tirer brutalement de son sommeil son fils se jeter sur lui, une arme à la main? Les adolescents meurtriers ensuite, ils ont été respectivement condamnés à la peine de prison à perpétuité et à 30 ans de réclusion. Le parricide, l'acte de tuer un parent, est le crime qui a la plus forte charge symbolique. Dans son essai Dostoïevski et le parricide, publié en 1928, Sigmund Freud présente le parricide comme sujet central de 3 chefs-d'œuvre littéraires. Édipe roi de Sophocle, Hamlet de Shakespeare et les frères Karamazov de Dostoïevski. Dans la vie réelle, on se souvient de l'affaire Violette Nausière, qui empoisonna ses parents en 1933, et d'Ida Bossard, qui tua son père en 1989. En France, au XIXe siècle, parce qu'il menaçait l'ordre social, le parricide faisait l'objet d'une incrimination spécifique et était placé au sommet de la pyramide criminelle. Leurs auteurs étaient non seulement punis de la peine de mort, mais la condamnation s'accompagnait d'un cérémonial particulier. Le condamné, le visage couvert d'un voile noir, avait le poing tranché avant d'être décapité. C'est Louis-Philippe qui abrogea ce rituel cruel en 1832. Dans la seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant, nous verrons que certaines affaires ne peuvent être résolues que lorsqu'un certain nombre de hasards et d'indices convergent positivement et se transforment en preuves matérielles.
Comme dans un puzzle, les pièces se mettent en place et s'emboîtent les unes dans les autres pour rendre lisible une image jusqu'alors brouillée et indéchiffrable. Analyse, témoignages et déductions finissent alors par triompher du dispositif qu'avait pris soin de mettre en place le meurtrier. Cathy Augustine est une personnalité politique du Nevada haute en couleur. Elle est la première femme à occuper le poste de contrôleur des finances de l'État. Il est même envisagé de la nommer ministre des Finances. Qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, on ne pouvait pas nier qu'elle était une force de la nature. Mais la carrière de Cathy est aussi brillante qu'éphémère. Non coupable, Madame la juge. En 2004, ses ennemis politiques l'accusent d'enfreindre les lois électorales. L'affaire est portée devant la Cour. Je suis persuadée que je peux avoir un procès juste et impartial au Sénat. Mais le procès ne tourne pas en sa faveur. Cathy Augustine est condamnée pour avoir utilisé le personnel ainsi que le matériel de l'État pour sa campagne. Elle doit payer une amende de 15 000 $. Elle pensait que cette destitution était une blague. Je crois qu'elle a envisagé de quitter la politique après ce procès. Mais elle voulait à tout prix laver son nom. Elle était classée parmi les 5 personnalités politiques les plus appréciées de l'État. Certains la trouvaient antipathique et d'autres pensaient qu'elle était la meilleure chose depuis l'invention des cupcakes. 2 ans plus tard, Cathy Augustine se présente à nouveau pour le poste de contrôleur des finances. Mais alors que la campagne bat son plein, Cathy tombe malade. Ma femme ne respire plus. Plus du tout? Non, j'ai besoin d'aide. À l'arrivée des secours, Cathy est entre la vie et la mort. Ils lui ont administré 2 médicaments pour la faire revenir. Ensuite, ils l'ont mise dans l'ambulance et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Les médecins pensent qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Ils lui font passer une angiographie, mais l'examen ne révèle rien d'anormal et son état continue de se détériorer. Elle était dans le coma. Elle ne réagissait plus. Elle ne bougeait plus et elle était sous assistance respiratoire. Il n'y avait plus aucun espoir. Elle ne se remettrait jamais. 3 jours plus tard, la famille doit faire un choix difficile. Nous avons décidé de débrancher les appareils qui la maintenaient en vie. Ça a été une décision difficile à prendre. Mais Cathy avait clairement précisé dans son testament que c'était sa volonté. Après le décès de Cathy, son mari Chaz fournit des détails sur le déroulement des faits. Il explique que ce matin-là, il s'est levé tôt, puis il a vaqué à ses occupations. Quand il est retourné dans la chambre, il s'est rendu compte que Cathy ne réagissait pas. Elle ne respirait plus, alors j'ai essayé de la réanimer. Chaz et les proches de Cathy affirment que les jours précédant sa mort, ils n'ont rien remarqué d'inhabituel chez elle. J'ai vu Cathy 2 semaines avant sa mort. Elle avait l'air d'avoir le moral. Ma femme et moi, on s'est même dit qu'on ne l'avait jamais vue aussi heureuse. Malheureusement, l'autopsie ne fournit pas de réponse. Il n'y avait aucun signe particulier au niveau des artères et il n'y avait pas non plus de preuves indiquant qu'un caillot avait bouché les artères. Le médecin légiste était incapable d'établir la cause du décès. C'est parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle meure. Est-ce qu'elle a été victime d'une rupture d'anévrisme? Le problème, c'est que l'autopsie ne révélait rien. Finalement, on ne trouvait aucune cause évidente de décès. Alors de quoi Cathy Augustine est-elle morte? La famille veut des réponses. Quelle est la cause du décès inexpliqué de Cathy Augustine? A-t-elle succombé à un infarctus du myocarde? À une rupture d'anévrisme? À une embolie coronarienne? Ou à une attaque cérébrale difficilement détectable? Médecins et familles s'interrogent, sachant que dans plus de 50% des cas, les facteurs déclenchants sont bien connus. Hérédité, hypertension, tabagisme, obésité, hypothyroïdie ou stress. Or, Cathy Augustine n'était pas affectée de ces pathologies. Par ailleurs, les examens invasifs qu'elle avait subis quelques mois plus tôt, comme l'angiographie ou la coronarographie,
avait montré que son système cardiovasculaire était sain. À l'annonce du décès de Cathy Augustine, l'État du Nevada est sous le choc. Ses amis comme ses ennemis ont du mal à croire que cette femme pleine de vie ait disparu. L'image publique qu'elle donnait ne cadrait pas du tout avec celle d'une femme qui était stressée, quelqu'un qui aurait pu avoir un problème cardiaque latent. Elle n'était pas du genre à éviter le cabinet du médecin. Cathy Augustine n'avait rien d'une petite chose fragile. Quelques jours après le décès de Cathy, les ambulanciers interviennent de nouveau à son domicile. Un voisin nous a appelés. Il nous a dit qu'il y avait une ambulance devant la maison de Cathy et que l'ambulance emmenait Chaz. Chaz Higgs a laissé une lettre d'adieu dans laquelle il explique qu'il ne peut pas vivre sans sa femme. Il accuse ses ennemis politiques d'être responsables de la mort de son épouse. Merci de m'avoir pris ma femme. Elle se battait pour sa vie, une vie qui lui a été enlevée par des politiciens sans scrupules. Vous avez détruit sa carrière. Je vais être enterré à ses côtés pour que nous puissions nous tenir la main au soleil. Par chance, Chaz est pris en charge à temps par les secours. Il survit. Les obsèques de Cathy ont lieu le lendemain comme prévu. Ses amis et ses ennemis sont présents. C'était une cérémonie très émouvante. Ces gens l'adoraient, elle leur manquait et ils la pleuraient. Mais pendant toute la cérémonie, tous se posaient la même question. De quoi était-elle morte? Cathy Augustine et Chaz Higgs n'étaient mariés que depuis 3 ans. C'était le 4e mariage de Cathy. Son 3e mari, Charles Augustine, était pilote d'avion. Victime d'une attaque, il a été hospitalisé et Chaz Higgs était son infirmier. C'est comme cela que Cathy et Chaz se sont rencontrés. On les voyait souvent ensemble à l'hôpital. Parfois, ils déjeunaient à la cafétéria. Un des proches de Charles Augustine a dit qu'il trouvait ça bizarre que Cathy et l'infirmier passent autant de temps ensemble. Charles Augustine décède à l'hôpital. 3 semaines plus tard, Cathy épouse Chaz. C'est une relation qui a évolué très rapidement. Il est clair que la famille et les amis de Cathy ont tous été surpris. Ma femme et moi, on en rigolait un peu. Ça semblait tellement naïf, mais évidemment, on s'est bien gardé de le lui dire. Tout ce qu'on voulait, c'était qu'elle soit heureuse. Mais on a tous retenu quelque chose de ce qui s'est passé. Cathy est la bénéficiaire de l'assurance vie de Charles Augustine. Elle hérite d'1 million de dollars. Les enquêteurs découvrent qu'elle et Charles envisageaient de divorcer peu avant qu'il n'ait une attaque. Cependant, il est impossible de savoir si elle serait restée la bénéficiaire s'ils avaient divorcé. Les enquêteurs se demandent alors si le décès de Charles est d'origine criminelle. Mais pour le moment, c'est sur celui de Cathy qu'ils se concentrent. Quand j'ai débuté ma carrière, un inspecteur chevronné m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. Au cours d'une enquête, il m'a dit « Quand une affaire n'est pas claire dès le départ, on s'enfonce encore plus dans le sordide par la suite. » Puis le médecin légiste déclare à la police qu'elle a remarqué quelque chose de suspect lors de l'autopsie de Cathy. Elle a 2 petits hématomes au niveau de la fesse gauche. Il y avait au moins une trace de piqûre, peut-être même 2. On lui avait sûrement fait des injections. Ce qui était étrange, c'est qu'en général, on ne pique pas à cet endroit-là au cours d'un traitement. De plus, à aucun moment dans son dossier médical, il n'est fait mention de ces piqûres. Les enquêteurs évoquent alors la possibilité que quelqu'un ait assassiné Cathy. L'enquête sur le décès de Cathy se poursuit. Chaz, qui est infirmier, apparaît comme l'un des suspects principaux. Il affirme à qui veut l'entendre que son mariage était heureux. Toutefois, ses collègues ne sont pas du même avis. Il n'était pas toujours très tendre quand il parlait d'elle.
Une infirmière voyait qu'il était occupé et elle allait le voir pour lui demander si elle pouvait faire quelque chose pour l'aider. En général, il répondait « Oui, me débarrasser de ma femme ». Le couple improbable que formaient Cathy Augustine, contrôleur des finances de l'État du Nevada, et Chase Hicks, ancien quartier-maître de l'US Navy, devenu infirmier, cachait-il des secrets inavouables? Les circonstances de leur rencontre et leur mariage éclair, quelques semaines seulement après le décès du troisième mari de la victime, avaient déjà intrigué leur entourage. Puis deux indices ont jeté un nouvel éclairage sur la mort mystérieuse de Cathy Augustine. Elle se trouvait à la tête d'une fortune estimée à plus d'1 million de dollars. Et son corps présentait 2 traces d'injection qu'aucun traitement ne justifiait. Alors à ce stade de l'enquête, et compte tenu des soupçons qui pèsent maintenant sur Chase Hicks, les policiers obtiennent un mandat pour examiner le contenu de son ordinateur. Et ils découvrent dans sa messagerie des courriels qui prouvent son infidélité. Chaz Higgs a écrit un email à l'une de ses collègues où il dit « Je fais tout mon possible pour la rendre folle. Et ça fonctionne. C'est avec toi que je veux être, pas avec elle. Mon cœur t'appartient. » L'appel d'urgence qu'il a passé lorsque Cathy est tombée malade éveille également les soupçons. Ma femme ne va pas bien, elle ne respire plus. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas d'origine traumatique. Elle est très stressée depuis environ 6 mois. Je vais essayer de la ranimer, d'accord? Oui, allez-y. Il n'avait pas du tout l'air d'être paniqué, comme aurait dû l'être un mari, surpris de trouver sa femme inconsciente. Elle ne bougeait plus et elle était en train de mourir. Les ambulanciers affirment également que Chaz ne semblait pas très inquiet. Les ambulanciers nous ont raconté que dans l'ambulance, M. Higgs s'était assis sur le siège passager. Il lisait le journal pendant que sa femme était transportée d'urgence à l'hôpital. Vous pouvez être un dur à cuire, mais quand votre femme se trouve à l'arrière d'une ambulance et que vous n'êtes pas sûr qu'elle va s'en sortir, je ne crois pas que vous avez très envie de lire les petites annonces. L'une des amies de Cathy déclare à la police que cette dernière l'a appelée la veille de sa mort. Elle lui a confié alors que son mariage venait de se terminer. Chaz a demandé le divorce la veille du jour où il a trouvé sa femme morte dans leur lit. La fortune de Cathy est estimée à plus d'1 million de dollars. La police apprend que Chaz a fait une révélation compromettante à l'une de ses collègues le soir où Cathy avait prévu de mettre un terme à leur union. Une infirmière qui travaillait avec lui a fait une révélation. Elle a raconté que la nuit où Cathy est tombée malade, Chaz lui a dit « Si tu veux tuer quelqu'un, il faut lui faire une injection de sucre. C'est impossible à retrouver post-mortem. Ce que cette infirmière appelait sucre, c'est une substance appelée succinylcholine. La succinylcholine est un médicament utilisé pour paralyser les patients. En général, on s'en sert quand une personne est sous anesthésie pendant une opération et qu'on veut paralyser ses muscles. La succinylcholine est généralement administrée à petite dose. Elle agit et est évacuée très rapidement. Son temps de demi-vie est d'1 minute environ. C'est le temps nécessaire pour que la moitié de la substance soit éliminée. À forte dose, elle entraîne la mort. Chaz Higgs est infirmier aux soins intensifs. Il a donc accès à ce médicament. Les enquêteurs sont inquiets. S'il a effectivement utilisé cette substance, il n'y aura alors aucun moyen de le prouver, car elle est éliminée très rapidement. J'avais peur. Peur qu'il ne réussisse à s'en tirer. Mais la police se dit que s'il l'a tué, il a peut-être laissé des traces. Heureusement pour moi, les individus qui enfreignent la loi ne sont pas toujours des lumières. Les criminels commettent des erreurs. D'ailleurs, s'ils étaient plus intelligents, ils ne seraient pas attrapés aussi souvent. Une semaine après le décès de Cathy, l'enquête est relancée. Une infirmière des urgences appelle la police pour lui donner des informations cruciales.
Elle explique que lorsque Cathy a été admise à l'hôpital, sa collègue et elle ne croyaient pas à la crise cardiaque. Elle penchait plutôt pour la thèse de l'empoisonnement. Elle décide alors de lui prélever du sang et de l'urine et de les congeler. Si Cathy a bien été empoisonnée à la succinylcholine, ces prélèvements congelés fourniront à la police la preuve dont elle a besoin. La succinylcholine survit plus longtemps dans l'urine parce que, contrairement au sang, elle ne contient pas d'enzymes qui peuvent briser ces molécules. Les enquêteurs agissent rapidement. À ma connaissance, il n'y a que 2 laboratoires dans le pays capables de retracer la présence de cette substance. L'un de ces laboratoires est celui du FBI en Virginie. C'est là que les échantillons prélevés sur Cathy sont envoyés. Ils sont soumis à une chromatographie liquide couplée à une spectrométrie de masse. Conçu dans les années 1950 et sans cesse perfectionné, le chromatographe est devenu l'un des outils clés des experts scientifiques. Plusieurs types d'appareils sont disponibles dans les laboratoires en fonction de l'état des échantillons analysés. Qu'ils soient gazeux ou liquides, le principe reste le même. Un gaz porteur circule dans un tube étroit et entraîne à des vitesses différentes les corps chimiques de l'élément à identifier. En fonction de leur masse, les molécules sortent les unes après les autres de la colonne au bout de laquelle est placé un détecteur. Couplé à un spectromètre de masse, le chromatographe permet une identification quasi absolue des substances analysées. Il s'agissait d'une analyse ciblée. Le matériel a été réglé pour rechercher spécifiquement la succinylcholine. Les tests révèlent que l'urine de Cathy contient des traces de succinylcholine. Chaz Higgs est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. Lorsqu'ils ont fouillé sa voiture, un paquet de fiches a été trouvé. Sur la première figuraient les indications et les dosages de la succinylcholine. La police se demande alors si l'ex-mari de Cathy, Charles Augustine, a également été assassiné. Le décès de Cathy Augustine est maintenant considéré comme un homicide. Son mari, Chaz Higgs, est arrêté et accusé de meurtre. Il nie avoir pris le médicament sur son lieu de travail, mais il pouvait s'en procurer. Et ses déclarations pleines de rancœur sur sa femme font également de lui le principal suspect. La succinylcholine était la clé. Chaz Higgs pouvait en prendre à l'hôpital et il était en colère contre sa femme. Il a également évoqué la possibilité d'utiliser ce médicament pour tuer quelqu'un 12 heures avant que le corps de Cathy ne soit trouvé. Qu'en est-il du mobile? Si vous voulez mon avis, il la détestait. J'ai vu des enfants se faire tuer pour des baskets, ou 2 ou 3 dollars. J'ai également vu des couples s'entretuer à cause de disputes vraiment stupides. Il n'y a pas forcément de raison valable pour en arriver au meurtre. Dans cette affaire, je pense que les preuves ont montré que Chaz ne voulait pas être avec Cathy. Le procès de Chaz débute 1 an après les faits. Mais alors qu'il doit être appelé à la barre, il fait une nouvelle tentative de suicide. C'était encore un acte égoïste de sa part pour tenter de faire oublier le crime qu'il avait commis. Il essayait de gagner la sympathie du jury. Une fois rétabli, il témoigne pour sa propre défense. Je n'aurais jamais fait ça. Il était aussi impassible à la barre que lorsqu'il était assis sur sa chaise. Les bandages qu'il avait au poignet ne l'ont pas rendu plus sympathique aux yeux du jury. Un témoin, appelé par la partie civile, utilise les mots de Chaz contre lui. Ce qu'il m'a dit, je me rappelle encore parce que ça m'a frappé. Il a dit que s'il n'avait pas eu de fille qui vivait à Las Vegas, il aurait tué sa femme et il aurait jeté le corps dans un puits. Après 10 jours de procès, le jury parvient à un verdict. Nous, le jury, dans l'affaire susmentionnée, déclarons l'accusé Chaz Higgs coupable de meurtre au premier degré. Chaz Higgs est condamné à perpétuité. Il ne pourra prétendre à la liberté conditionnelle qu'au bout de 20 ans.
Les enquêteurs se demandent s'il est impliqué dans la mort de l'ex-mari de Cathy, Charles Augustine. Il les a rencontrés tous les deux lorsque Charles a été victime d'une attaque. C'est comme ça qu'il a fait la connaissance de Cathy. Selon la police, Cathy et Charles envisageaient de divorcer avant qu'il ne soit malade. Il n'était donc pas déplacé qu'elle se lie d'amitié avec Chaz. Lorsque Charles décède à l'hôpital, Cathy, qui est encore sa femme, est la bénéficiaire de son assurance vie. Celle-ci vaut $1 million. 3 semaines plus tard, elle épouse Chaz. En 2007, le corps de Charles est exhumé et des traces de succinylcholine sont recherchées. Ils ont trouvé le métabolite de la succinylcholine qui s'appelle succinylmonocholine. Le métabolite est un dérivé de la succinylcholine. Le problème, c'est que si vous ne la recherchez pas, vous ne la trouverez pas. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est tout simplement la vérité. On ne fait mention nulle part d'un cas où ce métabolite aurait été produit à cause du liquide d'embaumement. Cependant, on ne sait pas quel liquide a été utilisé pour l'embaumement de Charles Augustine. Même si cette possibilité est infime, elle ne peut pas être éliminée. Par conséquent, le médecin légiste n'a pas modifié la cause du décès. Je suis sûr qu'il y aura toujours des suspicions autour de la mort de M. Augustine, et elles sont justifiées. Chaz Higgs est aujourd'hui en prison, car 2 infirmières des urgences ont pris une décision cruciale. Elles ont contrecarré ces plans minutieusement préparés. Sans les techniques de pointe utilisées pour les analyses médico-légales, je pense que cette affaire serait restée un mystère à jamais. Toute l'affaire repose sur les preuves médico-légales. Le FBI a travaillé vraiment dur sur cette affaire. Et les enquêteurs ont fait preuve de zèle. Quant au personnel de l'hôpital, il a su être attentif quand il le fallait. Sans tout cela, il s'en serait sorti. Je sais ce que les preuves ont montré au jury. Elles lui ont montré que cet homme était un meurtrier. Outre l'emploi des outils sophistiqués utilisés par les experts pour obtenir des indices et auxquels vous êtes maintenant habitués, 2 éléments retiennent mon attention dans cette affaire. Le premier concerne le professionnalisme des infirmières. Si elles n'avaient pas trouvé le décès de Cathy Augustine suspect, et si elles n'avaient pas eu la présence d'esprit de congeler des échantillons biologiques dans le but de préserver des preuves, il y a fort à parier que Chaz Higgs coulerait aujourd'hui des jours heureux, libre et riche du $1 million de sa défunte épouse. Le second élément qui me frappe concerne l'attitude du meurtrier. Ne serait-ce que pour donner le change. À aucun moment, il n'a jugé nécessaire de feindre l'affliction. Tandis que sa femme agonisait dans l'ambulance, par exemple, il feuilletait nonchalamment un journal. Plus invraisemblable encore, dans les jours précédant l'empoisonnement, il avait vanté les avantages qu'offre la succinylcholine pour supprimer quelqu'un en toute discrétion. Cet excès de confiance en soi, ou cette bêtise, c'est à vous d'en juger, l'ont heureusement perdu. Cette émission est terminée, merci pour votre fidélité et rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.